de lettres et d'art, et des régimes, je ne citerai pas de nom, qu'on connaît, les jets militaires et autres. Voilà. Oui. Ouais, c'est ça, merci beaucoup. Alors juste sur Maghreb, étrangeté, amazirité, j'entends un peu le gros truc, c'est-à-dire Maghreb, c'est un mot arabe, et puis ça renvoie aux invasions arabes. Nabil Fares reconnaît tout ce qui fait partie de notre histoire. Et le mot Maghreb fait partie de l'histoire de l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord, qui l'a appelé Afrique du Nord? C'est la colonisation française. Nabil Fares, c'est quelqu'un qui reconnaît tout ce qui fait partie de notre histoire. Et le mot Maghreb fait partie de cette histoire. Et pour lui, c'est un mot important parce que ce mot-là porte dans son étymologie la référence à l'étrangeté. Tout le monde est étranger à tout le monde. Et pourtant, tout le monde doit apprendre à vivre ensemble. Bon, avant de passer à la dernière partie, c'est-à-dire d'appeler un par un ceux qui vont nous lire certains extraits, je tenais à remercier vraiment Ali parce qu'il n'a pas fait que venir. Il m'a aidé aussi à préparer toutes les adresses. C'est lui qui me les a fournies. Et oui, l'éditeur, c'est lui-même qui a ramené les livres. La Beoujdi, donc qui a choisi, je le rappelle, bon, il l'a dit, je le rappelle, c'est lui-même qui a choisi les extraits qu'on a vus. Donc on n'a rien commandé. J'ai juste demandé parce que j'ai vu une conférence à Paris le 22 octobre. Et j'ai demandé si je pouvais avoir quelque chose de similaire pour présenter. Moi, ça me fait beaucoup de plaisir de revoir Nabil Fares, juste le voir et l'entendre. Des fois, je ne fais même pas attention à ce qu'il dit, c'est juste voir la personne. Parce qu'on a des auteurs. Moi, j'ai des auteurs que je peux lire, mais j'en ai d'autres que j'aime. Je les aime, mais vraiment d'amour, d'affection. Jean Amrouche, Nabil Fares, Feraoun, tout cela qu'on a cité. Donc on n'a pas choisi des parties où il parlerait plutôt de Kabyle ou d'autres choses. C'est vraiment le hasard. C'est l'Arabie Oujdi qui nous a envoyé cet extrait. Et pour Ali, donc merci beaucoup. Je sais une chose depuis le temps que je te connais, que je sais que tu es sur la même voie. Je te souhaite vraiment une très longue vie sur ces traces. Tu es disponible, tu es très modeste et tu es très talentueux pour ce que tu fais. Et très jeune parce qu'il n'a que 36 ans. Voilà, merci beaucoup Ali. Je vais appeler le premier de la liste, premier de la classe. Nous avons un ami qui est venu de Marseille, un ami que je lis aussi sur Facebook. C'est Thierry, donc, qui a fait le déplacement de Marseille. Il va nous lire un petit extrait de L'exil et le désarroi. C'est un texte sur l'enfance de Nabil Fares. Donc c'est un texte où il parle des écoles de son village sous l'occupation, c'est-à-dire la colonisation, mais c'est lui qui a appelé la colonisation l'occupation. Voilà, tu peux venir Thierry. Sur la colonisation et l'occupation, c'est juste qu'à un certain moment de sa trajectoire, de son parcours intellectuel, il a dit que lui préférait parler d'occupation et non plus de colonisation, parce que la colonisation n'a pas été qu'une occupation d'un territoire, d'un espace, mais aussi et surtout l'occupation d'un imaginaire collectif. Et donc cette occupation, elle se poursuit d'une certaine façon jusqu'à aujourd'hui. Bonsoir. Alors j'ai choisi ce texte parce qu'il, pour une raison particulière, c'est qu'il a été édité par François Maspero. Et que François Maspero était, dans les années 60 et 70, quelqu'un engagé auprès des Algériens. Et il a édité beaucoup d'auteurs algériens. Il a fait des choses plus clandestines. Et il est devenu la bête noire du ministre de l'Intérieur de l'époque. C'était l'éditeur qui avait eu le plus de livres saisis à cette période-là. Je crois qu'il y en a eu plus d'une soixantaine, et la plupart étaient des livres d'auteurs algériens. Donc la rencontre n'est pas fortuite entre l'un et l'autre. Et
Donc, c'est le début du chapitre 3 que je vais vous lire. J'ai interrogé les maisons avoisinantes, la couleur de leurs murs, les impacts, les trous, les lézardes, les fissures laissées par les différents passages. J'ai même observé par endroits quelque affaissement du sol, comme si la terre descendait, s'inclinait vers cette vallée qui court le long du fleuve. J'ai interrogé le village. Le village avait 2 écoles, l'une coranique, sur la colline d'en haut, l'autre européenne, sur la place, le village du bas. Aucune communication entre les 2 écoles, aucune. Même pas en moi. J'allais aux 2 écoles et le soir, dans la maison de l'aïeul, je parlais l'autre langue, celle que je ne sais même plus, et qui provoque tant de passion dans les villages et les villes. Passion, les 2 écoles et cette 3e, innommée, sans livre, que l'on porte comme ça, dans le souci d'être et de vivre. C'est ainsi, depuis que le monde est monde, tout être est de civilisation. Mais il faut le livre, a dit Jamel. Il faut le livre. Moi, je trouve que c'est un peu court. Il faut des livres. Certes, beaucoup de livres. Et bien d'autres choses avant et après les livres. Il faut ce qu'on appelle la terre et tous ces ensembles qui font vivre autour de nous la terre. L'homme existe bien avant et après le livre. Alors pourquoi être attaché simplement lié au livre? Jamel a dit que notre civilisation est celle du livre, d'un livre, à l'origine de tous les autres livres. Un livre qui procède de l'origine du livre et de l'enseignement. Jamel. C'est pourquoi existait cette école, construite dans le village d'en haut, celle où l'on enseignait le livre, celui de tous les autres livres. J'ai cependant cherché le premier livre, celui qui n'était pas encore un livre, mais, avant le livre, le témoignage aigu de notre monde. C'est ce dont nous avons besoin, en plus de nos terres et de nos travaux quotidiens. Voilà. Alors, il avait une ponctuation très particulière qui rend la lecture difficile parce qu'il y a beaucoup de points. En fait, au milieu des phrases, il met 2 points, ce qui fait qu'on ne sait pas si on garde le silence ou... Très émouvant. La ponctuation, c'est l'ouverture dans son art. Point d'interrogation, les 2 points, etc., c'est l'ouverture. Ah ouais, mais c'est... Du coup, le texte est rempli de questions, en fait. À cause de cette ponctuation, c'est vraiment un texte qui interroge. Voilà. Merci. Alors, je vais appeler Abdelrahman Mamri. Donc, Abdelrahman va nous lire un passage de Yahya, pas de chance. Il va lire les 2 premières pages où Nabil Fares parle de son arrivée en France après la tentative d'assassinat dont a été victime son père en 1956, parce qu'il va devenir l'OAS. Merci. Merci. Moi, j'ai choisi ce titre parce qu'il a été écrit entre 59 et 62. Et il l'a terminé, il l'évoque dans le film, dans le camp de Ouchtata, qui est le no man's land entre la frontière algéro-tunisienne, et c'est quand il s'engage dans l'armée de libération nationale. Donc c'est un peu le maquisard qui écrit. La chambre était très petite et très froide à cause de sa position sous les toits. Un balcon tout bombé, face à la porte d'entrée, offrait une vue assez large vers le quartier Montparnasse. Quelques terrasses, le plus souvent des cheminées et des lucarnes dans les tuiles, et, à l'ouest, le long cou de la tour Eiffel et son faisceau lumineux.
Yahya, les coudes posés sur une table encombrée de livres ouverts et de journaux empilés en tous sens, essayait de travailler, mais n'y parvenait pas. Au lieu de traduire des textes qu'on lui avait confiés, il faisait des gribouillis avec son stylo sur une feuille de classeur à 2 trous, s'arrêtait de temps en temps de griffonner, posait son stylo et ses coudes sur la table et laissait ses yeux se promener à travers la chambre. Le lit, bloqué entre le bas d'un mur mansardé et la porte d'une armoire, était défait. Les couvertures et les draps traînaient sur le plancher où avaient été écrasés des mégots. Yahya avait 22 ans. Et il était originaire d'un village de Kabylie, nommé Akbou, village qui à cette époque, février 1960, était occupé par plusieurs compagnies de parachutistes. À 17 ans, il avait quitté l'Algérie et continué ses études au lycée Hoche à Versailles. Dans cette ville, le premier hiver, le froid l'avait beaucoup surpris. Puis, l'année suivante, enchanté. Et 1 ou 2 fois par mois, lorsqu'il savait son dimanche retenu, il avait tenté quelques sorties en semaine avec les élèves qui habitaient Versailles et qui, à 4 heures, l'après-midi, rentraient chez eux. Il descendait alors l'avenue qui menait au château, passait les grilles noires et dorées à leur bout, saluait le roi Soleil assis sur son cheval vert, criait sous les 2 grandes voûtes de l'entrée du parc, écoutait sa voix bondir sur les pavés et les pierres, se serrait dans son manteau, descendait les escaliers de marbre qui menaient entre les coupures du froid et les nappes blanches du brouillard au grand bassin. Là, devant une eau couverte de plaques de gel aussi fines que des éclats de vitre, il sortait un mouchoir de la poche arrière de son pantalon de flanelle, s'asseyait et restait ainsi, sans bouger, jusqu'à ce que, de l'autre côté du bassin, les arbres et tout le paysage deviennent aussi piqués de gris que certaines photographies de journaux. Puis, lorsque le brouillard commençait de perler son manteau, il retournait au lycée, et lorsque son absence n'avait pas été notée sur le cahier d'études, allait s'asseoir derrière son pupitre, à côté de son ami Jean-Paul Blais. 3 années avaient passé ainsi, le pensionnat, l'amitié de Jean-Paul et l'amour de Claudine. Maintenant, j'appelle Mohand Hafsi, qui va nous lire un texte extrait remanié d'un long poème publié avant les émeutes et répressions de 1988, avant la décennie noire, la guerre civile en Algérie, avant les sombres ténèbres et mariages de gaz, de la corruption, de la hogra et du pétrole, avant la mort balnéaire. Ce poème s'intitule « La nageuse, les vivants ». J'ai choisi de vous lire ce poème parce que 1988, j'étais en Algérie, j'ai vécu un peu les événements qu'il y a eu, l'euphorie qu'il y a eu après, l'arrivée de la démocratie, de la liberté, etc. Et la déception tout de suite de 90.